En ouvrant ce colloque, je voudrais redire que notre intérêt particulier se porte sur la transformation induite par la globalisation. Nous nous sommes demandé si la globalisation était une valeur et une valeur spirituelle. Or, la globalisation est avant toute chose changement. L'environnement où vivent la femme et l'homme de la globalisation ne change pas brusquement, mais il y a une mutation inexorable. Elle va de l'ouverture des horizons du milieu où l'on vit à tous les courants humains et culturels. Sans aucun doute, il y a des changements des identités et les changements de liens de proximité. Les liens de proximité changent et le changement a une longue histoire derrière eux. Mais il est évident que la femme et l'homme se présentent aujourd'hui beaucoup plus seuls, je dirais même beaucoup plus naturellement individuels. Ils se présentent seuls au rendez-vous d'une vie globalisée, sur la scène de la crise de nos pays occidentaux. Ils sont beaucoup plus individus, moins familles, moins liens, moins communautés. Une transformation s'opère au sein de catégories anthropologiques dit toujours. Et cette transformation, chers amis, elle mérite d'être comprise. D'où notre intérêt sur la famille, véritable lien de proximité. Les grandes identités nationales, ethniques, religieuses ont été remises en question par la globalisation. Elles ont été pensées dans une nouvelle manière. On a cherché des explications générales aux changements qui troublent nous tous. Je veux faire allusion à la logique, à l'interprétation des chocs de civilisation. Mais le problème est plus complexe. Le changement est plus profond. La réflexion s'est portée plus sur les grandes identités que sur les petites identités de toujours, comme la famille, comme la ville. Mais la famille et la ville sont changées dans une manière profonde dans le monde de la globalisation. Un psychanalyste italien que j'admire, Luigi Zoia, parle de la mort du prochain à notre ère. Sommes-nous dans l'ère, dans la saison de la mort du prochain? Vous pouvez penser, mes amis, que je dramatise trop. Mais ce n'est pas le cas. La mort et la transformation du prochain sont une caractéristique de cette époque. C'est pourquoi la question concerne directement la famille. Chers amis, ce n'est pas à l'archaïsme nostalgique lié au passé que l'on doit notre intérêt que nous portons à la thématique de la famille. Ce n'est pas l'intérêt de chrétiens, de catholiques, de juifs, de musulmans à la famille. Ce n'est pas un intérêt traditionnel, mais c'est surtout un intérêt humaniste. Aujourd'hui, cette thématique de la famille est traitée par de nombreux illustres intervenants dans une perspective qui se veut interdisciplinaire, en se plaçant surtout dans la confrontation avec le vécu et avec l'horizon global. La famille est une réalité polyédrique. En effet, la grande crise de notre pensée et de notre recherche est, à ce qu'il me semble,
celle de l'absence d'une réflexion humaniste, capable d'une synthèse, ou tout au moins d'une communication entre les savoirs. C'est une difficulté qui surgit dans tous les champs de la culture et de la recherche, une difficulté que l'on rencontre aussi dans la pensée religieuse ou dans la pensée théologique, destinée au contraire à devenir elle-même humanisme ou à parler avec les humanismes, comme l'a écrit le père Antoine Guggenheim dans son ouvrage pour un nouvel humanisme qu'on connaît bien ici. Sinon, la théologie serait une science ecclésiastique. Et c'est dans cette perspective que nous nous situons au cours de cette année de recherche, non pas pour faire entrer en marche forcée d'immenses savoirs dans l'enceinte ecclésiastique, mais pour parler et poser des problématiques entre différentes perspectives du savoir, convaincus qu'il y a là l'origine d'une pensée humaniste. L'intérêt que nous portons à la famille naît de la question simple et fondamentale sur la mort, la survie, la vitalité du prochain dans le monde de la globalisation. Nous sommes conscients que lorsque nous parlons de famille, que celle-ci a une histoire faite de changements constants, mais qu'elle est aussi l'institution la plus ancienne de notre société, à partir de ce que l'on appelait la famille des îlots dans la Saxe, dont la datation remonte à 4060 ans avant Christ. Et il se trouve le mort dans un tombeau, ils sont assassinés, et la mère, le père et les enfants, ils sont entre eux embrassés. L'ancienneté de la famille ne veut pas dire que la plus ancienne institution n'ait pas eu une histoire de changement. Résistant dans l'histoire en tant qu'institution et référence, la famille se présente aussi comme un organisme fortement adaptable. Daniel Marcelli, dans une analyse intéressante intitulée « L'enfant chef de famille », montre combien le lien d'autorité avec les enfants a changé en l'espace de quelques années, mettant en discussion l'idée que l'autorité soit politiquement incorrecte. La famille a été rediscutée dans notre Occident avec la révolution culturelle de 68, qui a représenté une profonde transition anthropologique, ce qui correspondait aussi en quelque sorte au développement de l'environnement humain du monde de la consommation. Cette vision de la famille n'a pas été partagée par l'Église catholique. Au cours de l'année de la famille, Jean-Paul II réaffirmait dans la lettre aux familles, la famille est le centre, le cœur de la civilisation de l'amour. Pour le pape, la famille, c'est le sujet dans la société. En réalité, comme nous l'avons vu dans beaucoup de pays d'Europe et en France tout récemment, on risque d'avoir plusieurs types de familles et on pourrait conclure en disant deux France, deux familles, ou plusieurs France, plusieurs familles. C'est la bipolarité idéologique, antagoniste et théâtrale usuelle dans nos sociétés européennes. Une bipolarité qui cache, on connaît bien l'histoire de deux France dans le siècle passé, la bipolarité qui cache souvent la véritable réalité de l'homme et de la femme contemporaine et de leur grand problème que c'est la fragilité des liens et de la solitude. Cette fragilité remet en question la liberté même de la personne. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes posé les problèmes des ressources de la femme et de l'homme dans la globalisation.
car il y a la nécessité d'avoir des ressources primaires pour accéder aux autres ressources offertes par le monde global. Sans des ressources primaires, on n'entre pas dans le jeu des grandes ressources de la globalisation. L'une de ces ressources, selon nous, est la famille. Elle reste un objet à observer, à comprendre dans la réalité, en raison même de la fonction qu'elle exerce dans nos sociétés, au-delà des visions idéologiques. Et la réalité de la famille est très différente dans les différentes cultures. Si dans beaucoup de pays africains, nous devons parler d'une famille lourde et d'une violence dans la famille, en Europe, souvent, il existe plus la violence de la solitude que la violence de la famille. Mais il y a aussi des cas dramatiques de violence faite aux femmes dans la famille. Il y a aussi en Europe une violence interfamiliale. Mais il faut aussi parler d'une violence de la solitude dans nos sociétés. En conclusion, notre réflexion d'aujourd'hui s'articule en 3 parties. La situation de famille dans le monde globalisé, les responsabilités, les ressources dans ce cadre, et la conclusion de notre journée par une réflexion qui fera le pivot avec une conférence de Monseigneur Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille. À une époque d'intenses débats aux accents dramatiques sur la famille, en France et partout, nous avons choisi pour une réflexion pondérée sur la famille. En effet, et je conclus, l'un des drames de la politique de nos jours, et je suis convaincu de tout ça, un des drames de la politique est son divorce. C'est toujours une question de famille, le divorce. Un des drames de la politique de nos jours, c'est son divorce avec la culture. À un moment où nous devons justement projeter nos sociétés dans un avenir aux frontières vastes et incertaines, l'horizon du monde global. Je crois que notre politique, pour faire des choix intelligents, a besoin de culture. Et je rends hommage au travail du Collège de Bernardin dans ce sens. Et je veux remercier tous les amis qui ont collaboré au séminaire de cette année, et je le ferai mieux dans la conclusion. Je veux rendre hommage car je crois que notre choix, c'est avant tout comprendre. C'est le devoir de comprendre et de dialoguer entre nous. Merci de votre présence. Voilà, donc nous sommes heureux de nous retrouver au Collège des Bernardins pour cette table ronde « Situation des familles dans la globalisation entre héritage et promesses ». 3 intervenants pour cette table ronde: Hervé Lebras, démographe, directeur émérite à l'INED, Jean-Philippe Pierron, philosophe à l'Université Jean Moulin de Lyon, et le père Jacques Delongeau, théologien, intervenant ici au Collège des Bernardins. La famille, c'est le lieu d'apprentissage de la paternité, de la maternité, de la fraternité, de l'engendrement, de la filiation. C'est plus largement le lieu d'apprentissage de la vie. Et ce qui semble le plus évident pour les uns semble le moins évident pour les autres, d'où l'importance de pouvoir faire un état des lieux de la situation actuelle de la famille en France et dans le monde. Pour ce qui est de la France, ce qui est très impressionnant, c'est de voir que la pauvreté, elle est liée aujourd'hui à 2 faits, la rupture du lien du travail et la rupture du lien familial. Hervé Lebras, merci de nous aider à établir cet état des lieux par votre intervention. Merci beaucoup. J'ai choisi un titre un petit peu provoquant en ces lieux, mais pour vous montrer qu'il y a eu de grandes transformations dans le rapport entre la famille et la religion catholique en France, et ceci au cours des 2 derniers siècles, mais surtout, bien sûr, au cours des 30 dernières années. Et donc, je l'illustrerai par un ensemble de cartes qui montrent comment les phénomènes de la famille sont reliés ou se détachent progressivement
du phénomène religieux. J'entends bien sûr le terme, et vous le verrez progressivement, le terme catholicisme, ça ne signifie pas nécessairement les catholiques. Ça signifie une certaine atmosphère qui caractérise une moitié de la France. On a parlé de bipolarité. Très longtemps, la France a été séparée en deux mondes, un monde qui était un monde catholique et un monde qui était un monde beaucoup plus rétif face à la croyance religieuse. C'est une carte que vous connaissez sans doute, qui est la carte de la pratique religieuse établie dans les années 60 à 70 par des grandes enquêtes qui avaient lieu dans chaque église, sauf, comme vous le voyez, dans la Haute-Vienne et dans le haut de la Lorraine. Ben oui. Et c'était les paroisses rurales, donc il n'y a pas non plus Paris. Et vous voyez que la carte est extrêmement contrastée. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Je tire votre attention sur les chiffres. En bleu foncé, c'est plus de 90% de messalisants, c'est-à-dire d'assistance des adultes. Plus de 90% des adultes assistent à la messe dominicale. Et quand on tombe dans le brun, on est au-dessous de 10%. Vous sentez à quel point il y a deux France. Alors, pourquoi y avait-il deux France? Eh bien, c'est un phénomène très ancien. On a des données formidables sur un épisode que vous connaissez bien, qui est la constitution civile du clergé. C'est-à-dire, on a demandé, la législative en 1791 a demandé aux prêtres de prêter serment à la Constitution. Et la France s'est séparée en deux. La partie de la France que vous voyez en bleu a refusé de prêter serment. Les données proviennent d'un travail exceptionnel de l'universitaire américain Timothy Tackett, qui avait mis sur ordinateur les réponses qu'avaient faites les 150 000 prêtres qu'il avait pu repérer en 1791. Et vous voyez que là, l'écart est le même. Vous voyez que dans les régions de l'Ouest, sud du Massif central, on va retrouver toujours les mêmes, ou presque, le Pays basque, l'Alsace et la partie allemande de la Lorraine, eh bien, le catholicisme était très, très important, puisque pratiquement tous les prêtres ont refusé de prêter serment et sont devenus ce qu'on a appelé les réfractaires. Et inversement, ce qu'on a appelé les jureurs qui ont prêté serment, vous voyez, c'est la partie qui est en brun et en jaune, et vous voyez que là aussi, on a atteint des chiffres très élevés qui dépassent 70, voire 80%. Si je vous repasse en vitesse les deux cartes, vous voyez qu'elles sont pratiquement les mêmes, ce qui est quand même assez fascinant que pratiquement 2 siècles s'écoulent et cette coupure demeure entre puisque mon prédécesseur a parlé des deux France, ben là, vous avez en quelque sorte deux France. Alors, vous n'avez pas que deux France, parce que vous avez la même coupure, mais pas aux mêmes endroits en ce qui concerne la famille. Alors, qu'est-ce qu'on appelle famille? Bien sûr, c'est un vaste débat. Une des choses qui nous intéresse le plus, démographes et historiens, c'est la structure familiale, c'est-à-dire la manière dont on cohabite. Est-ce qu'on cohabite avec à plusieurs générations ou avec seulement parents et enfants? Parents et enfants, c'est ce qu'on appelle famille nucléaire. Et c'est une tradition. Voilà une carte toute récente, je vais vous l'expliquer dans un instant, mais qui montre de très grandes différences. Dans les parties bleues et jaunes, on a la famille nucléaire, c'est-à-dire que pratiquement jamais un couple ne vit avec un ascendant ou avec un collatéral. Au contraire, dans toute cette grande France du Sud-Ouest, et puis aussi dans la partie Alsace-Lorraine, on a ce qui s'appelle la famille souche, c'est-à-dire qu'il était très fréquent, il n'est plus, mais il était très fréquent d'avoir une cohabitation avec, entre un couple de parents et un couple d'un des enfants mariés et ses enfants. L'enfant qui était l'héritier, ça remonte à des questions de tradition d'héritage, à des questions de droit écrit originaire du droit romain et droit oral originaire du droit germain. Donc on plonge là dans un passé très profond, mais la carte, elle est de 2009. Et elle est tout à fait 1999, mais 2009 est presque la même. Et elle est encore moderne en ce sens qu'elle montre la proportion de personnes de 80 ans qui vivent justement avec un collatéral ou avec le ménage d'un enfant, c'est-à-dire qui ne sont pas seuls et qui ne sont pas non plus seulement avec leur conjoint.
Et vous voyez que les chiffres ne sont pas très élevés, mais c'est absolument important pour des questions très, très modernes comme celle de la dépendance. Donc vous avez là un aspect de la famille. Et vous voyez, c'est le dernier point sur ce tout début, et vous voyez que les deux cartes ne sont pas congruentes. Si, en termes savants, si vous faites la corrélation entre la carte du catholicisme et la carte de la famille, vous trouvez pratiquement nul. C'est 0,18 pour les savants ou pour les mathématiciens. Donc, ces deux phénomènes qui, au départ, ont été assez largement indépendants. Il y a c'est une histoire très complexe. Je ne vais pas m'aventurer dans un passé plus lointain, mais par exemple, l'anthropologue Jacques Goudy a fait un travail remarquable sur ce qui a amené cette séparation et notamment cette nucléarisation de la famille carrément dans le haut Moyen-Âge. Là, on entre dans des distances temporelles énormes. Alors, je vais m'intéresser maintenant, dans la suite de mon exposé, à un aspect de la famille plus particulier, mais qui est important, qui est la fécondité, puisque la famille, c'est avant tout les enfants. Et si la famille se reproduit, c'est parce qu'elle fait des enfants. Et je vais essayer de vous montrer comment, justement, la famille qui était très influencée la fécondité qui était très influencée par la religion catholique en France, s'en est progressivement détachée. Voilà une carte qui est la plus ancienne qu'on puisse tracer, qui est alors Vandal, c'est un autre Américain, c'est terrible, c'est les Américains qui travaillent sur l'histoire française, a pu établir de la fécondité en 1831 par département. Vous voyez qu'en noir, c'est les plus fortes fécondités, puis plus on va vers le jaune. Alors, c'est une carte où là, je semble me contredire, puisque vous ne voyez aucun lien avec la religion. Vous voyez simplement qu'il y a quelques zones où la fécondité est déjà très faible. Par exemple, dans la vallée moyenne de la Garonne, on tombe déjà à des valeurs de 3 enfants et demi en moyenne par famille, ce qui est très faible pour cette époque. Et cette arrivée de la faible fécondité a été beaucoup discutée, mais ne semble pas être très liée au phénomène religieux. En revanche, quand vous distinguez à l'intérieur, dans cette carte-là, vous distinguez, et c'est là qu'on entre dans le sujet du lien avec la religion catholique, vous distinguez d'un côté, vous voyez à gauche le nombre d'enfants des femmes mariées, et de l'autre côté, la proportion de femmes non mariées. Et vous voyez que cette fois-ci, les deux cartes, d'ailleurs, sont très semblables, mais aussi que ces deux cartes sont, voilà, j'ai ressorti sous forme départementale la carte de curé réfractaire. Vous voyez que les deux cartes sont celles de la religion catholique. Autrement dit, il y a deux types masqués derrière ce qui apparaissait n'être pas du tout lié. Il y avait en fait la conjonction de deux phénomènes tout à fait liés au catholicisme. L'un qui est le nombre moyen d'enfants des femmes mariées, c'est donc la contraception. Les régions catholiques sont celles qui ne pratiquaient pas la contraception, ou peu. Et puis l'autre, proportion de femmes non mariées entre 15 et 50 ans, les régions catholiques étaient celles où le célibat était plus fréquent et où on se mariait plus tard. Donc là, directement, la fécondité résultait de cette différence entre régions catholiques et régions non, je vais les appeler non catholiques pour aller plus vite, laïques serait faux. Voilà, même chose si vous prenez par rapport à 1965, c'est pour vous montrer que la très très forte ressemblance, il y a bien sûr comme toujours dans des cartes de petites différences, mais je ne vais pas marrer. Ce qui va se produire dans les années suivantes, voilà la fécondité, c'est que ça va beaucoup changer. Ça va beaucoup changer et la carte du nombre d'enfants, et c'est l'idée qu'on retient souvent, va devenir la même que celle du catholicisme. Au début du XXe siècle, les régions qui ont beaucoup d'enfants sont les régions traditionnellement catholiques, parce que ce qui s'est produit, c'est que la contraception a beaucoup progressé, et de ce fait, pratiquer la contraception permet une limitation très forte de la famille, alors que pratiquer le mariage tardif, on ne peut pas reculer trop loin le mariage. Donc, à un moment donné, les régions qui pratiquaient la contraception l'emportent d'une certaine manière dans la faible fécondité sur les régions qui pratiquaient le mariage tardif, qui sont les régions catholiques. Mais ce qui va se produire à partir de 1921, alors toutes les cartes sont faites en remettant à même moyenne. C'est ce qu'on appelle des cartes par quartile ou quintile, c'est-à-dire ici on met les 2, 4, 6, 7, on met les 1/7 le plus fort, le 1/7 suivant, et ainsi de suite, jusqu'au 1/7 le plus faible en termes de fécondité. Et vous voyez que progressivement,
la carte change, la carte du catholicisme s'efface lentement et apparaît une carte tout à fait différente, mais pas n'importe laquelle, apparaît la carte des familles. Donc c'est un paradoxe, on passe d'une carte qui était dictée et d'une répartition en France de la fécondité qui était dictée par la religion catholique à une répartition qui est dictée par quelque chose qui est au moins aussi ancien, qui apparaît même archaïque, qui est la structure familiale, qui semble ne plus avoir, depuis le Code civil, de raison d'intervenir, mais vous voyez qu'elle est très forte. Alors on peut le mesurer, je ne vais pas beaucoup vous ennuyer avec ceci, parce qu'on peut mesurer ça plus techniquement, c'est-à-dire dire, ben voilà, année après année, regardez comment, alors là c'est une méthode qui dit comment la carte peut être obtenue en combinant la proportion de familles nucléaires et la proportion la proportion de catholicisme, si on peut dire, par région, c'est-à-dire en combinant les deux cartes que je vous ai montrées au début, celle de la religion et celle de la famille. Mais peut-être la façon plus claire de le montrer, c'est de dire quelle est la part de la variation, quelle est la part de la variabilité de la fécondité qui peut être imputée année après, enfin, période après période, 1 en bleu au fait religieux, 2 en rouge au fait familial. Et vous voyez une très forte montée du fait familial, mais ensuite une décrue forte. Et vous voyez aussi comment le fait religieux va finir par ne plus avoir aucune importance dans la variabilité départementale. J'y reviendrai tout à la fin. Ça veut dire que l'atmosphère d'une région catholique ne va plus compter. Ça ne veut pas du tout dire que les catholiques eux-mêmes font moins d'enfants. Ça serait une profonde erreur de le penser. Mais ça veut dire que à la fois, ils ne vont plus faire masse et ils ne vont plus avoir d'effet d'entraînement sur la société qui est autour d'eux. C'est ça, c'est ce que signifie cette chute profondément. Alors, cette chute-là, vous retrouvez un phénomène analogue dans l'âge moyen à la maternité. Vous avez vu que c'était le régulateur clé de la religion, choisi par la religion pour la fécondité. Et regardez à quel point les cartes de l'âge moyen à la maternité sont presque les mêmes, presque identiques aux cartes de la pratique religieuse. Et puis tout d'un coup, vers 75, ça se dérègle et ça disparaît complètement actuellement. Et quand vous regardez les mêmes graphiques, regardez la chute. Au départ, près des 3/4 de la variabilité de l'âge à la maternité était imputable au fait d'être dans une région catholique ou non. Et à la fin, ça chute dramatiquement, si l'on peut dire, autour des années, à partir, on a signalé 68, mais surtout à partir de, disons, de 75. Et là, il y a une explication très simple, c'est que paradoxalement, c'est toute la France qui s'est mise à avoir des naissances tardives. Je vous rappelle qu'en 1974, les femmes avaient leur premier enfant en moyenne à 23 ans et demi. Elles l'ont maintenant en moyenne à 29 ans. Donc, quelque part, le moyen de contrôle qui avait été adopté et qui avait été privilégié par l'Église catholique, qu'on appelle d'ailleurs le contrôle malthusien dans tous les pays, sauf en France où malthusien signifie c'est mal, etc. Mais c'est le contrôle malthusien, c'est le retard, c'est le recul de l'âge au mariage, c'est ce que Malthus appelle la contrainte morale. Et vous voyez que ceci a été adopté pour d'autres raisons par toute la France, pour des raisons liées à la crise de 75, qui est en fait beaucoup plus importante peut-être même que celle que nous appelons la crise de 2008 et qui a marqué une transformation importante des mœurs. Et ce qui fait que l'influence disparaît, vous n'avez plus de traces de lien entre une des variables qui était le plus marquée par la religion catholique. Si vous regardez maintenant, vous voyez le principe, je passe en revue les éléments familiaux et les événements familiaux, et pour faire des constats assez voisins d'une déconnexion progressive, pas toujours aussi forte. Vous allez le voir dans le cas du divorce, où dans le cas du divorce, voilà la part de variabilité. D'ailleurs, vous le voyez sur les cartes, le divorce au début, quand la loi Naquet est votée, n'est pas très lié au fait catholique ou non catholique, il est beaucoup plus lié à des questions urbaines et à des questions de groupement de population. Ça va durer, qui est aussi une variable de proximité importante. On pense que la famille est la variable essentielle pour les questions de vie immédiate, d'anthropologie, pour dire le terme exact, mais les questions de voisinage sont aussi très importantes. Et les questions tournant autour du divorce tournent plutôt comme les questions de criminalité, tournent autour du voisinage, du groupement de population ou au contraire de son éparpillement. Et vous voyez que progressivement, les choses changent et qu'à un court moment, c'est en 1990, la
répartition des divorces va être assez proche de la répartition de la structure catholique. C'est-à-dire là où il y aura le moins de divorces, c'est là où la France est la plus catholique traditionnellement. Et on voit bien cette pointe de 1975 sur la courbe bleue qui indique la part de variabilité imputable au fait que les régions soient catholiques. Et puis vous voyez qu'au contraire, la part familiale a profondément diminué et que la part familiale était non négligeable au début parce que pour les familles souches, pour les familles complexes, le divorce était source de difficultés, notamment de difficultés au moment des règlements des héritages. Si vous prenez, je suis presque arrivé au bout de ce petit parcours, si vous prenez la proportion des naissances hors mariage, voilà un autre élément qui a extraordinairement varié au cours des 2 derniers siècles, qui n'a pas varié pendant pratiquement 170 ans. La proportion de naissances hors mariage sous Napoléon est à peu près celle qu'on observe en 1960. Ça oscille entre 6 et 8%, ça monte un peu après les guerres, ça redescend. Et puis brusquement, à partir de 1975, et là à nouveau on a ce point tournant, la proportion augmente. Vous savez qu'on passe de ces 6 ou 8% à 55% de naissances hors mariage désormais. Et là, même chose aussi, on voit qu'il y a au début, quand vous voyez que les naissances hors mariage, la courbe bleue, la part de variance imputable à l'Église augmente, et puis il y a, après les années 75, brusquement, la question ne semble plus être liée à la pratique religieuse, et il y a effondrement de la part de variance ou de variabilité expliquée par l'appartenance ou non à un département qui pratique le catholicisme. Je vais terminer par trois derniers exemples, mais très rapides, mais vous voyez le sens de mon propos. Ça va être un exemple, et celui des IVG, donc de l'interruption volontaire de grossesse. Vous constatez que la proportion, quand on rapporte, c'est la proportion d'interruption volontaire de grossesse pour 10 000 femmes, vous voyez que là, tout a disparu. Il n'y a plus d'influence ni de la structure familiale traditionnelle, ni de la religion. On a une autre carte avec quelque chose qui est un peu plus fort, pour une raison que j'ignore, dans l'extrême sud, au fond du Pays Basque, qui était une région profondément catholique, jusqu'au Var et jusqu'à la Provence et jusqu'à Nice. Même chose pour quand vous regardez les Pacs comparés au mariage. Le Pacs, au fond, a été institué plutôt en vue de permettre aux homosexuels de fonder un foyer ou d'avoir une union, et il a eu un très grand succès hors des mariages, hors des unions homosexuelles. Et vous voyez que là, à nouveau, il n'y a aucune relation avec les phénomènes connus. Et puis la dernière, c'est la proportion de familles nombreuses, qui a quand même été un des héritages importants et un des enseignements importants de l'Église, et qui par certains côtés le reste. Et vous voyez que là non plus, ce ne sont pas du tout les régions les plus catholiques qui ont la plus forte proportion de familles nombreuses. De toute façon, la proportion est maintenant, on appelle maintenant famille nombreuse 4 enfants et plus. Moi qui suis d'une famille de 6 enfants, on disait à peine que c'était une famille nombreuse. Maintenant, 4 enfants, vous verrez dans les chiffres de l'INSEE, c'est la famille nombreuse. Donc, si je peux conclure ce bref tour de pistes, si on peut dire, c'est d'abord pour attirer votre attention. Il me semble que, bien entendu, la plupart des questions qui sont posées à propos de la famille et dont vous allez débattre sont des questions qui sont d'ordre plus philosophique, d'ordre plus juridique, d'ordre plus religieux, mais je pense qu'elles doivent aussi prendre en compte des données empiriques. Elles doivent prendre en compte ce que fait la population et ce qu'elle a fait. Peut-être c'est bien, peut-être c'est mal, mais en tout cas, c'est ainsi qu'elle se comporte. Et c'est ainsi aussi qu'il faut, d'une certaine manière, soit expliquer son comportement, soit le prendre en compte, y compris dans des questions de doctrine. Et je reviens sur le point que j'ai indiqué au début, même s'il n'y a plus de lien entre même s'il n'y a plus de lien entre les régions qui pratiquaient le catholicisme et les différentes formes que prend la reproduction, que prend la fécondité, que prend
le mariage, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y ait pas de lien entre ce que font les catholiques et ce que font les non-catholiques. Les enquêtes, et quelques enquêtes qu'on a, montrent bien sûr que les familles catholiques sont différentes des familles non-catholiques. Mais ça veut quand même dire que ce que j'ai indiqué à un autre moment, c'est qu'il n'y a plus d'effet d'entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une région a encore une pratique catholique assez importante ou encore beaucoup de familles catholiques que cela va entraîner les autres familles à suivre le modèle. Et puis, il n'y a plus non plus d'effet de masse. Ça, c'est le fait de la chute de la pratique religieuse au cours des 20 ou 30 dernières années. Donc, ça pose, je crois, et ça vous pose, et je ne suis pas... je ne suis pas un pratiquant catholique, même si mon père a eu des fonctions assez importantes dans les questions d'Église, qui m'ont d'ailleurs renseigné sur ce sujet, mais je pense que ça pose un vrai problème, la déconnexion entre, au fond, le milieu dans lequel sont les catholiques et la doctrine catholique elle-même. Et il y a un problème parallèle que j'avais rencontré vous allez peut-être pousser des hurlements, mais en étudiant le Parti communiste et la corrélation entre le Parti communiste et la présence d'ouvriers était dès les années 70 pratiquement nulle. Mais ça ne voulait pas dire que les ouvriers ne votaient pas communistes, ils votaient plus communistes que les autres. Mais dans les régions où il y avait beaucoup d'ouvriers, il n'y avait pas d'effet d'entraînement. Ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y avait une doctrine forte, qui était le communisme à cette époque, que ça entraînait le reste de la population. Il y avait absolument indépendance entre les deux. Je pense que pour les questions de famille, c'est un peu le stade auquel est parvenue la relation entre famille et Église. Merci de votre attention. Voilà, nous poursuivons avec les auditeurs de KTO la suite de cette table ronde avec Jean-Philippe Pierron. Vous êtes philosophe, professeur agrégé, docteur en philosophie. Votre spécialité étant la philosophie morale et éthique appliquée. Vous êtes en lien avec l'université Jean Moulin, vous enseignez à l'université Jean Moulin de Lyon 3 et vous êtes membre du réseau international interuniversité Herméneutique, Images et Symboles. Et à titre de symbole, les titres de vos livres sont éloquents. On ne choisit pas ses parents, penser la filiation et l'adoption, le climat familial, une poétique de la famille, et enfin, au PUF en 2010, vulnérabilité pour une philosophie du soin. Merci de nous éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Hervé Lebras est parti, mais il insistait sur la dimension objectivable, au fond, de ce qui se joue dans le familial. Ça me semble important, effectivement, de le rappeler. Comment dire, la famille, c'est toujours des histoires, qu'elles peuvent être des histoires d'amour, ça peut être des histoires douloureuses, mais c'est aussi de la structure. Et je trouvais intéressant dans l'exposé précédent d'avoir insisté précisément sur la dimension structurelle, structurale même, en fait, qui travaille et qui permet, en fait, de charpenter nos familles, même si l'exposé que je vais donc maintenant chercher à faire voudrait insister sur l'idée que si effectivement la famille, c'est de la structure, y compris démographique, c'est aussi un processus. Et donc, en plaçant le titre de mon intervention sous l'idée de la famille, une forme de coopération sociale ordinaire, je voudrais essayer de m'arrêter sur cette dimension processuelle, mais en même temps, deuxième observation liminaire, en insistant sur cette idée de la famille comme forme de coopération sociale ordinaire, j'avais envie aussi de prendre un petit peu mes distances avec une facilité de lecture, notamment concernant la place des familles dans la globalisation, puisque c'est ce thème qui nous réunit. Une facilité de lecture, c'est celle en fait qu'on pourrait trouver à partir de la sociologie, et je pense en particulier à la sociologie allemande, et notamment ce grand sociologue allemand qui était Tönnies, qui faisait cette différence entre communauté et société, en disant de cette façon que l'ouverture de la modernité qui prépare la globalisation, c'est le passage finalement du monde du communautaire vers le monde de la société. Et donc, dans ce contexte, alors, comment penser finalement les familles, si ce n'est finalement que la disparition de la communauté familiale dans sa forme traditionnelle, avec toute l'ambiguïté ou le flou qui est attaché à l'idée de tradition, vers finalement la substitution d'autres liens que ces liens communautaires, qui seraient finalement les liens sociaux, les transactions, en fait, qu'on trouve dans la société marchande contemporaine. Je trouve cette distinction communauté-société à la fois intéressante et problématique parce qu'elle peut encourager, je dirais, des lectures paresseuses, au fond, de la place des familles dans la globalisation.
Des lectures paresseuses qui pourraient être, comment dire, bien évidemment, c'est une proposition que je fais à la discussion. Vous pourrez ensuite discuter cette proposition. Cette lecture paresseuse, elle consisterait à dire que, d'une part, au fond, la famille serait par essence, le lieu de la communauté, communauté naturelle, comme on disait à l'époque des penseurs du XVIIIe, bref, une forme de l'entente préétablie, une forme de l'entente préétablie entre les personnes et les membres qui la composent, telle sorte qu'elle serait, cette forme de l'entente préétablie, le modèle pour penser le social. Et donc, on retient à ce moment-là un tas de métaphores qui cherchent à dire ceci. C'est la métaphore de la cellule familiale, comme étant le prototype à partir duquel on devrait pouvoir penser l'ensemble en fait du social. Est-ce que ces métaphores ne sont pas douteuses? On peut au moins se poser la question. Bref, donc, si on prend ces distances avec cette idée-là, au fond, donc d'une famille pensée comme communauté naturelle, et pourquoi prendre ces distances? C'est parce que le travail de l'anthropologie a insisté sur l'idée qu'il y a aussi, une dimension éminemment en fait construite, éminemment symbolisée par les humains. Donc, si on prend ces distances avec la famille communauté, si vous voulez, on peut et on doit, je crois aussi, prendre ces distances avec une autre lecture qui est celle de la dilution, en fait du familial dans le champ en fait du social tel qu'il est pensé par la modernité contemporaine. C'est-à-dire ce modèle en fait qui triomphe ou sous la figure de ce qu'on appelle parfois très rapidement là aussi l'individualisme de la société moderne et dont l'homo economicus, l'idiot rationnel, serait la figure par excellence. Dans ce contexte-là, cette fois-ci, on a le modèle exactement inverse que le modèle communautaire, puisqu'au fond, la valorisation en fait du social, elle consiste à dire que toutes les relations sont susceptibles de pouvoir être interchangeables, parce que le social, la société, urbaine en particulier, mais la société ouvre à l'idée finalement d'une séparation, d'une libération à l'égard de toute forme de communauté qui serait enfermante, le carcan symbolique, si vous voulez, du communautaire, en ouvrant la chance à toute forme de transaction extrêmement riche, dense, avec un tas d'individus inconnus. Donc cette distinction, si vous voulez, communauté-société, elle reprendrait la question qui a été posée il y a quelques instants sur monde rural, monde urbain, qui était une vraie question en fait pour Teunis. Seulement, effectivement, ce modèle individualiste, il pose à son tour un problème, c'est de croire qu'effectivement l'ensemble des relations pourrait être substituable, que finalement les interactions, y compris celles du familial, pourraient être substituées par du transactionnel. Au fond, à la relation ferait place le langage de la transaction, avec toutes les formes contemporaines qu'elle connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la marchandisation de l'intime. Et de fait, on voit comment cette logique générale, au fond, du social qui inonde les familles, fait qu'aujourd'hui, on peut vouloir vendre des services de soins à l'intérieur du domestique. C'est vrai pour l'aide aux devoirs, c'est vrai pour la prise en charge des personnes âgées dans les maisons de retraite, et on pourrait faire la liste, l'animation des anniversaires, etc. Entre les deux, si vous voulez, donc entre d'un côté le langage de la communauté et de l'autre celui de la société, parler de coopération sociale ordinaire à propos de la famille, c'est interroger deux choses. C'est d'une part interroger comment de fait la famille est un type d'institution qui permet d'individuer, autrement dit comment en elle on a affaire à une forme d'institution qui socialise en individuant, autrement dit cette articulation-là entre individuation et socialisation qui me semble importante, mais pas de n'importe quelle manière, puisqu'elle le fait sous le fond de l'appartenance à un lignage. Donc il y a cet élément. Et puis, parler de coopération sociale ordinaire, c'est aussi se demander comment les familles jouent un rôle dans le contexte de la globalisation, autrement dit, comment se fait le passage du familial vers le social, puis le politique. Et ici, alors, de fait, on est obligé de se concentrer sur le fait que, et ce n'est pas une nouveauté, la famille est une institution pré-politique, institution pré-politique qui permet, de cette façon, cette transition qui va du monde des nôtres, si je puis dire, au monde de tous les autres. Et la fonction donc, du pré-politique, de ce point de vue, c'est précisément cet acheminement progressif de l'entre-nous vers les autres et tous les autres. Mais ce passage ne se fait pas sans métamorphose.
Donc, ceci pour dire, si vous voulez, qu'il est parfois trop court de penser le lien politique sur le modèle, ou penser le social sur le modèle uniquement du familial, comme le font parfois de manière trompeuse, je le redis, des métaphores comme celle du paternalisme médical ou du père politique ou du paternalisme entrepreneurial, pour prendre des vieilles figures. Donc, parler de forme de coopération sociale ordinaire, c'est donc insister sur le fait que, en cherchant à penser, comme nous voulons le faire aujourd'hui, les relations entre famille et globalisation, eh bien, nous observons que, effectivement, les familles, à l'heure de la globalisation, connaissent une forme particulière d'articulation, en fait, de l'entre-nous familial avec le contexte social et politique, mais une forme qui est liée, effectivement, à une spécificité de ce contexte sur lequel je voudrais m'arrêter, même si, effectivement, ces liens entre famille et société ne sont pas des questions nouvelles. Autrement dit, les liens entre famille et société ne sont pas des questions nouvelles, c'est le problème du tissage, au fond, déjà que pensaient les penseurs de l'Antiquité, mais elles sont spécifiques, et je voudrais, dans le temps qui est le mien maintenant, donc me concentrer sur ce qu'elles ont de spécifique. Je le ferai donc de manière un peu scolaire, je m'en excuse, mais ça pourra, j'espère, être utile. Donc je voudrais m'arrêter sur des considérations tout d'abord anthropologiques, puis éthiques et politiques, et enfin des considérations écologiques, parce que je me disais au fond que dans le contexte de la globalisation, la dimension environnementale est finalement pas aussi secondaire qu'il y paraît, y compris pour le familial. Vous m'arrêterez quand il faudra. Penser les relations donc, entre famille et globalisation, donc ouvre sur des aspects anthropologiques, mais je voudrais faire une toute petite incise concernant les aspects sociologiques. Ils ont été un petit peu développés par mon collègue précédemment, mais il faut effectivement faire le constat que dans leur réalité concrète, objectivable, le démographe l'a bien montré, les familles, dans la globalisation, sont à la fois métamorphosées et elles sont parfois aussi malmenées. Elles sont métamorphosées, c'est la question des recompositions familiales, c'est ce qu'une sociologue a pu appeler l'âge du démariage, ce sont les métissages familiaux, ce sont les phénomènes de dissémination géographique à l'échelle planétaire. Nos familles connaissent aujourd'hui des formes exposées à l'échelle du global. C'est la dimension du tourisme procréatif, c'est la dimension de l'adoption internationale, c'est l'entraide familiale transnationale et intergénérationnelle si on pense au rôle des migrants. Donc elles sont métamorphosées et elles sont en même temps malmenées. C'est la question de la précarité, de la pauvreté dont il a été fait état en commençant, de la monoparentalité, des migrations forcées, des réfugiés politiques ou climatiques, des exodes ruraux. Enfin, j'arrête, on connaît tout ça. Mais ça me semble effectivement important de dire que penser les familles dans la globalisation, c'est penser effectivement ce monde qui change, en disant que finalement le modèle de la famille traditionnelle a fait son temps, au deux sens de l'expression a fait son temps. Elle l'a structuré à un moment donné, mais elle est en train de changer. Alors à partir de là, premier aspect, enjeu de type anthropologique. Ce qui est assez frappant, c'est que lorsque on parle ou on cherche à penser la place en fait de la famille dans le monde contemporain, même si on prend ses distances avec un discours qui serait celui de la défense de la famille dite traditionnelle, ce qui est assez frappant, c'est de voir comment la famille ne cesse malgré tout d'être pensée, y compris dans les sondages, comme une valeur refuge. Ça mériterait, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais de s'arrêter sur cette idée du refuge et de faire une petite phénoménologie du se blottir. Une petite phénoménologie du se blottir, donc comme l'espace du refuge, c'est-à-dire comme cet espace, temps singulier qu'est le familial, comme le lieu où se trouver pour pouvoir effectivement se retrouver. Mais dire cela, donc parler en fait d'une petite phénoménologie du se blottir, serait ici une manière de dire que nous vivons, et c'est assez extraordinaire, nous vivons dans les temps qui sont les nôtres, l'âge de ce qu'on pourrait appeler l'extension maximale de la relation à autrui. Extension maximale de la relation à autrui, puisque la globalisation permet d'être ici et là-bas en même temps. Nous pouvons être les contemporains d'autres humains qui sont de l'autre côté de la planète. Combien as-tu d'amis sur Facebook pour faire court, si vous voulez. Bref, donc, nous vivons à la fois donc, l'extension maximale de la relation à autrui que permet la mondialisation. C'est une forme de solidarité de fait, même si, je le sais bien, une solidarité de fait ne fait pas encore une solidarité de projet. Mais donc, nous vivons ceci. Et c'est le modèle de l'interaction, connexion électronique qui peut ici en tenir compte, mais en même temps,
nous vivons aussi, ou comme il réplique à ceci, une intensification optimale de la relation à quelques-uns dans l'entre-nous du domestique. Et donc, ceci force donc à observer que nous vivons effectivement à l'échelle à la fois du global et de l'intime, et dans l'intime, la vitalité des activités de coopération. Alors pourquoi la famille comme valeur refuge? On pourrait faire une hypothèse, je le présenterai ici donc comme une hypothèse, je n'aurai pas le temps de le développer, mais en insistant sur, au fond, ceci, que finalement, si l'intérêt pour la famille est aujourd'hui renouvelé, après avoir été pour une part très longtemps rejeté, pour un tas de questions qui étaient pour une part légitimes d'ailleurs, s'il est renouvelé, c'est d'une certaine manière parce que nous sommes les contemporains à l'échelle globale d'une anthropologie utilitariste et individualiste qui écrase et lamine les individus et qui triomphe dans notre modèle économique. Et d'une certaine façon, nous pourrions dire que ce qui s'expérimente dans l'espace-temps du familial comme forme de coopération sociale ordinaire, c'est un autre type d'anthropologie qui est en discussion avec cette anthropologie dominante. Bref, donc si domine l'anthropologie de l'homo economicus, en face de celle-ci, fait place une anthropologie qui invite à dire quoi, au fond? Qui invite à dire quel est le plus petit atome du social. Si l'anthropologie individualiste de l'homo economicus domine, elle domine à partir d'une idée simple, consiste à dire que le plus petit atome du social, c'est l'intérêt individuel qu'il s'agit de maximiser dans la concurrence avec les autres. Ce que le modèle relationnel défend dans le champ de l'anthropologie familiale, c'est l'idée que le plus petit atome du social, ça n'est pas l'intérêt, c'est la relation. C'est la relation. Et donc, il y aurait ici tout un champ à creuser, je ne fais que le signaler, qui est d'observer que autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les théories du care, la question du soin, autour des réflexions sur la vulnérabilité, autour des réflexions aussi sur le souci du quotidien, on a tout un champ aujourd'hui de la pensée contemporaine qui réinterroge le type d'anthropologie qui peut s'engager pour penser un monde, penser en fait des subjectivités qui puissent tenir debout dans un monde qui parfois en fait les malmène. On a 10 minutes devant nous. J'ai encore 10 minutes. Oh bon, ça va. Donc je calme le rythme. Mais je voudrais simplement retenir une idée ici, c'est que mettre en face, comme on le propose aujourd'hui, famille et globalisation, c'est en demander beaucoup à la famille. C'est en demander beaucoup à la famille en négligeant le fait qu'il existe entre famille et globalisation un certain nombre de médiations qui ont leur rôle à jouer. Et c'est ici le rôle des institutions, à la fois juridiques et politiques, qu'il faudrait convoquer. Mais cette remarque faite, ce que, effectivement, l'espace-temps du familial, je préfère utiliser cette formule un peu longue, mais pour prendre un peu mes distances avec un certain nombre de catégories, ce que l'espace-temps en fait, du familial encourage de certaine façon, c'est la possibilité de faire des expériences, donc d'expérimenter dans des interactions avec des autres, d'autres sexes, d'autres âges, d'autres désirs, faire des expériences qui, comme telles, charpentent, structurent une subjectivité et peuvent alors effectivement humaniser, peut-être à leur échelle, la mondialisation. Je l'avais noté comme ça, mais bon, je le lis, mais c'est bien évidemment trop court, mais il me semble que ce que fait la famille, c'est d'humaniser, non pas d'abord la mondialisation, c'est d'abord d'humaniser l'hominisation. C'est-à-dire que finalement, comment les vivants que nous sommes peuvent devenir des vivants humains. Et c'est parce qu'elle fait ce travail en fait, d'humanisation qu'elle peut peut-être contribuer à humaniser à son tour alors la mondialisation. À partir de là, donc, quelles en sont les conséquences éthiques et politiques ? Sur le plan éthique, tout d'abord, parler donc de la famille comme espace de coopération sociale ordinaire consisterait à dire, et c'est la conséquence de ce qui précède, consisterait à dire que la famille est peut être définie comme cette institution qui n'est pas le lieu de l'échange, mais qui est celui du don. Même si, je veux dire que le concept de don est parfois, un peu saturé en contexte chrétien, mais bon, je ne suis pas expert théologique ou théologien, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais enfin, je peux en discuter quand même. Donc, ce que je voudrais ici pointer, c'est que, de fait,
en famille, on ne fait pas qui échanger ce que l'on a. Question des héritages ou des patrimoines dont il était question tout à l'heure. On ne fait pas en famille qui échanger ce que l'on a, on y partage ce que l'on est. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Un autre sociologue allemand, Georges Simmel, appelait cela, lui, les liens subtils de la gratitude. Mais qui connaissent aussi les liens subtils de l'ingratitude. La famille est aussi un espace qui fabrique du mépris et de l'humiliation, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais dire cela, donc dire effectivement qu'on peut interpréter la famille en clé de don, si je puis dire, pour reprendre l'expression d'un sociologue, c'est donc dire qu'il y a une délicate essence au fond du familial qui est finalement un espace-temps où la relation prend, comme on dit d'une sauce qu'elle prend, si je puis dire, où la relation prend, se déploie, y compris dans sa dimension morale. Dans cette perspective alors, la famille, donc, ce n'est pas l'espace du donnant, celle qui serait, cette relation du donnant-donnant, épuisée par la description des échanges marchands. Et on peut, de fait, vouloir aussi décrire, du point de vue extérieur, ces échanges marchands. On peut financiariser l'aide aux devoirs, professionnaliser l'organisation des anniversaires, etc., etc. On peut, tout ceci, bien évidemment, peut se faire. Mais, pourrait-on dire, du point de vue éthique, et dans le contexte en fait, de cette globalisation qui nous interroge, donc la famille n'est moins l'espace du temps du donnant-donnant que l'espace où l'on apprend à donner pour donner à son tour. Donc, c'est-à-dire que dans le don, il ne s'agit pas donc de donner pour que l'autre rende, comme si on disait, voilà, j'ai des enfants pour qu'ils s'occupent de moi dans ma vieillesse, même si je sais qu'on le dit. Donc, voilà, même si maintenant, l'avenir des maisons de retraite est une autre perspective. Mais bref, donc il ne s'agit pas donc, de donner pour que l'autre rende, mais de donner pour que l'autre donne à son tour. Ceci ne peut pas se faire sans cette dimension processuelle qui travaille la famille, marquée par 2 traits, je les évoque simplement, mais je ne peux pas les développer. Cette idée que comment faire alors pour qu'en famille, on puisse donner sans se sacrifier, premier problème, parce qu'une figure, une caricature du don, c'est le sacrifice. Et deuxième difficulté, comment faire pour qu'en famille, on puisse s'y opposer sans s'y massacrer, parce qu'une autre dimension du familial, c'est effectivement une socialité qui est marquée aussi par une insociabilité. Aspect politique, j'ai encore 5 minutes ? Oui. Bon, très bien. Aspect politique, elle forcerait cette perspective maintenant politique d'observer qu'effectivement, en articulant les liens entre famille et globalisation, il s'agit de voir qu'effectivement, de questionner comment les familles sont travaillées, peut-être parfois tiraillées, par les formes modernes, effectivement, qui agitent cette globalisation, c'est-à-dire l'activité économique et politique, en fait, des sociétés qu'on dit libérales, voire dans le contexte néolibéral. Pour le dire les choses, alors je vais faire ça de façon un peu trop rapide, mais tant pis. On peut ici, je repensais à ce texte qui est assez connu de Engels, l'origine de la famille, de la propriété et de l'État. Vous savez, un texte donc d'un penseur marxiste qui, alors on peut discuter l'hypothèse qui sous-tend en fait son analyse, mais qui interrogeait, lui, comment, au fond, les sociétés de marché ont progressivement substitué aux relations familiales, bien précisément, des transactions de type économique. Mais il y a un chapitre que ne pouvait pas écrire Engels, précisément, qui est celui en fait, du contexte en fait, néolibéral, et donc je fais qu'une hypothèse, qu'on pourrait formuler de la façon suivante. Est-ce que la famille dite monoparentale, qui va donc beaucoup plus loin dans l'éclatement en fait, de la pensée des liens, donc beaucoup plus loin que le concept, par exemple, de famille nucléaire, est-ce que donc cette famille monoparentale n'est pas la figure aboutie, au fond, de l'anthropologie utilitariste signalée précédemment ? C'est-à-dire, est-ce que, finalement, le mode de production économique dont a besoin la société en fait, néolibérale n'est pas l'encouragement d'un mode d'organisation familiale, très très loin en fait, de la famille rurale dont il parlait, lui, dans ses textes, mais telle sorte qu'effectivement, la famille monoparentale, c'est la famille la plus corvéable qui soit, parce qu'elle est la plus fragilisée possible, telle sorte qu'effectivement, dans une société comme la nôtre, de cette telle façon, la mondialisation peut
conduire, mener jusqu'au bout la substitution des relations de classe ou fondées sur le capital aux relations en fait de parenté. Telle sorte qu'effectivement, la maman peut travailler la nuit, on en trouvera bien des modes d'organisation pour servir ceci. Donc vous voyez que ça mériterait d'être creusé. Comment alors politiquement apporter des réponses à cela? Donc je crois que c'est effectivement de réinterroger les modes de soutien en fait, sociaux et politiques aux nouvelles formes de famille. Ne pas se satisfaire d'une éthique de la sollicitude, mais prolonger cette éthique de la sollicitude par une politique qui serait une critique des formes d'organisation du travail, des institutions, qui encourage une mise en minorité en fait des plus fragiles, et puis aussi donc lutter sur les formes d'écrasement social qui laminent les expériences de l'intime. Ici, il faudrait insister sur l'importance aussi de la temporalité. Probablement qu'une des figures ou un des traits marquants de la globalisation, c'est la question du rythme, ou plus précisément la substitution à l'idée de rythme de celle de cadence. Et finalement, nous vivons une culture de trépidant. Je suis désolé peut-être de moi-même d'être trépidant dans mon exposé, mais au fond, et on peut se demander en quel sens peut-être la famille produit des espaces-temps que Hartmut Rosa appellerait lui des îlots de décélération ou des oasis de décélération. C'est la question des vacances, c'est la question des repas, etc. Bref, quels sont les espaces où il est possible de ralentir dans une culture qui est marquée par l'accélération? Il reste un dernier trait, et je finis là-dessus, qui est peut-être inattendu, mais qui a, je trouve, son intérêt, qui est de dire qu'effectivement, penser les familles dans la globalisation, c'est aussi interroger la place qu'elles peuvent jouer dans la manière qu'ont les humains, les vivants humains, de se penser comme vivants, parmi les vivants, y compris les non-humains. Et en ce sens, si on admet que la crise environnementale est un des visages de la globalisation et de la mondialisation, il est effectivement question de se demander non pas, comme on le dit parfois, quelle planète laisserons-nous à nos enfants, formule rebattue aujourd'hui, mais de se demander quels enfants nous allons laisser à cette planète. Et c'est ici, effectivement, que la question en fait, du familial peut avoir son rôle à jouer, puisque, effectivement, venir au monde, c'est venir au milieu d'une famille qui est elle-même un milieu dans un milieu. Et donc, tous les aspects environnementaux seraient ici à penser, avec la difficulté de comment, effectivement, articuler le prendre soin des hommes et avec le prendre soin des non-humains, même si on voit très bien que la place des vivants non-humains en famille ne sont pas négligeables, la place des animaux domestiques, la question du végétal, le rôle du jardin, etc., mériterait, enfin tout ça, ça mériterait d'être creusé. Et pour terminer, ceci en fait ouvre sur une perspective qui est intéressante, puisque avec la dimension environnementale, on interroge finalement ce point de connexion entre l'histoire de la famille dans sa dimension la plus intime, avec la question de la famille humaine dans sa dimension la plus cosmique qui soit, c'est-à-dire articuler une aventure éminemment personnelle avec l'aventure, au fond, de ce qui fait que l'humain est un vivant dans le monde général des vivants. Bref, la famille, c'est l'espace des micro-pratiques, des micro-expérimentations des capacités individuelles, mais c'est en même temps le lieu où possiblement une connexion se fait entre la famille dans ce qu'elle a singulier avec la famille humaine. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Père Jacques Delongeau, puisque l'usage veut que je vous voie, je le fais bien volontiers. Vous êtes ingénieur civil des mines, théologien, enseignant à la faculté Notre-Dame, au Collège des Bernardins. Vous avez aussi une licence canonique en philosophie, vous êtes docteur en théologie, et vous venez d'être le supérieur de la Maison Saint-Augustin, qui est la propédeutique du diocèse de Paris, et vous prenez la responsabilité de la présidence de la faculté Notre-Dame pour la prochaine rentrée universitaire. Merci de nous entretenir maintenant des renouvellements de la conception catholique de la famille. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. Je vais donc parler du point de vue théologique, c'est-à-dire à l'intérieur même de la foi chrétienne. Et je vais essayer de me tenir exactement au sujet qui m'a été proposé par les organisateurs, c'est-à-dire les renouvellements, puisque c'est mis au pluriel, de la conception catholique de la famille. Il est important, avant de s'entendre sur ces renouvellements, de d'abord s'entendre sur la notion même de renouvellement prise du point de vue théologique. En fait, prise dans les évolutions de son époque, l'Église catholique ne cherche pas à tout prix à suivre l'esprit du temps, pas plus qu'elle ne s'arc-boute à un ordre social ancien définitivement passé. Sa mission, telle qu'elle la comprend,
Elle la comprend de l'intérieur d'elle-même depuis toujours et d'être dans son temps un témoin fidèle de l'évangile de Jésus-Christ dont elle est la dépositaire, c'est-à-dire qu'elle sert une parole qui n'est pas d'abord la sienne, une parole qu'elle a reçue, qu'elle annonce et qu'elle transmet. Par ailleurs, l'Église catholique croit que cette parole est un message de grâce qui éclaire tous les aspects de l'existence humaine, personnelle et sociale. En effet, c'est important, en théologie catholique, d'affirmer que c'est le même Dieu qui est l'origine de toute chose et qui sauve toute chose dans le Christ, le même Verbe en qui tout a été fait, qui s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Aussi, le sens profond, le sens véritable de toute réalité humaine, et ici en particulier du mariage et de la famille, est-il manifesté dans l'histoire biblique du salut, l'histoire de l'alliance entre Israël et son Dieu, et la communication que ce Dieu fait de lui-même dans son Fils et dans l'Esprit. Ceci dit, l'Église catholique croit également qu'elle n'aura jamais fini d'explorer, de déployer l'infinie richesse de cette parole, de l'expliciter, de l'actualiser. Pourquoi l'Église catholique ne prétend pas posséder la vérité, mais qu'elle a reçu mission humblement de rendre témoignage à la vérité qui est le Christ. La fidélité ecclésiale à la tradition reçue n'est jamais statique. Comme Jésus l'explique dans la parabole des talents, la vraie fidélité est active, ingénieuse. Il faut sans cesse travailler afin que le dépôt reçu des générations passées porte du fruit pour la génération présente et soit fidèlement transmis à la génération suivante. Les mutations culturelles, ce passage d'un monde à un autre que nous avons le sentiment de vivre, que sans doute chaque génération a eu le sentiment de vivre. Les mutations culturelles bousculent des évidences et activent des réflexes de défense, mais elles requièrent aussi un effort de compréhension et appellent un discernement à la lumière du Christ. Ainsi, elles provoquent un approfondissement du contenu de la foi et un renouvellement au moins partiel de son expression. Donc, si renouvellement il y a de la conception catholique de la famille, ce ne sera pas un changement des déterminations fondamentales de la vision catholique du mariage et de la famille dans le but de s'adapter à son temps. La société, dans ce cas, n'aurait plus rien à attendre de l'Église et l'Église n'aurait plus rien à lui dire. Mais une compréhension nouvelle, plus profonde et plus fidèle, suscitée par les évolutions, les requêtes et les critiques de notre époque. La doctrine catholique n'est pas figée, elle est en mouvement. Mais ce mouvement ne se confond ni avec une interprétation de type évolutionniste, c'est-à-dire des évolutions sociales imprévisibles, sans direction, et ensuite le triomphe politique du plus fort. Mais ne se confond non plus avec une interprétation déterministe, le sens de l'histoire, nécessaire. Pour le théologien, le véritable renouvellement est toujours une meilleure pénétration, compréhension de la parole de Dieu pour notre temps, et je le répète, suscitée par les évolutions de son temps. Alors, je ne vais pas revenir sur ces évolutions, elles ont été dites. Il y en a 3 majeures, à mon avis. C'est l'évolution de la condition féminine, qui est quand même un fait absolument majeur. C'est le triomphe du mariage d'amour. C'est ce que actuellement les moyens de technique biomédicale mettent entre nos mains et toutes les dissociations qui en résultent. Et on peut rajouter, j'étais sensible à ce que disait M. Ricardi, c'est-à-dire le passage d'un monde principalement rural à un monde urbain. Alors, il faut dire, et j'ose le mot, que face à ces évolutions, l'Église catholique a défendu et défend toujours ce que les sociologues appellent la conception traditionnelle du mariage, à savoir une institution fondée sur le choix libre d'un homme et d'une femme. Je rappelle que pendant des siècles, si l'Église a été en affrontement avec la société, c'est pour défendre la liberté des femmes dans le mariage. Donc, une institution fondée sur le choix libre d'un homme et d'une femme, de s'allier pour la vie
et de devenir père et mère exclusivement l'un par l'autre. Une institution orientée principalement, mais pas seulement, est important toujours de le dire, vers le service de la vie, à savoir la procréation et l'éducation des enfants. Il serait réducteur de voir, je ne pas en tant que théologien, il serait réducteur de voir dans cet enseignement de l'Église catholique que l'expression d'une attitude défensive et, comme on le dit, réactionnaire. On a assisté au cours du XXe siècle, et c'est là-dessus que je ferai porter principalement la réponse à ce qui m'était demandé, on a assisté au cours du XXe siècle à une recherche théologique de qualité suivie d'un développement doctrinal important sur le mariage. Et cela depuis l'encyclique fameuse de Pie XI, Casti Connubii, 30 décembre 1931, jusqu'aux nombreux enseignements de Jean-Paul II et à l'encyclique Deus Caritas Est sur l'amour du pape Benoît XVI. La constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II a marqué une étape importante de ce développement. Ce renouvellement théologique, doctrinal et pastoral a accompagné la généralisation du mariage d'amour. Le magistère s'est efforcé de dégager le fondement théologique et biblique, ainsi que la portée personnaliste et la signification existentielle de ce que le Concile Vatican II a voulu appeler le véritable amour conjugal. Et l'Église, dans le même mouvement, a tenté de s'opposer au retournement qui s'est d'ailleurs produit en partie de l'amour contre le mariage. Alors je voudrais souligner 2 points qui caractérisent cette approche renouvelée que l'on peut qualifier de personnaliste de l'amour conjugal, du mariage et de la famille. C'est un fondement anthropologique. D'abord, l'affirmation de l'unité de la personne humaine. Dans chacun de ces textes d'enseignement du magistère, on revient toujours à ce fondement, l'affirmation de l'unité de la personne humaine. Autrement dit, la pensée catholique renouvelée cherche à dépasser le face-à-face entre la liberté subjective et le corps objectif. Autrement dit, le face-à-face ou l'opposition entre l'autonomie du sujet et l'hétéronomie de la nature biologique. L'homme est un de corps et d'âme. Cette expression se trouve dans Gaudium et Spes au numéro 14. La personne est un esprit incarné autant qu'elle est un organisme pénétré d'esprit. L'homme concret, vous et moi, est ensemble corps et esprit. Il est corps parce qu'il est esprit. Si on nie l'esprit, on nie également le corps, parce que le corps ne se réduit pas à l'organisme biologique. Il exprime la personne. De cette conception unifiée, sans cesse rappelée, découle une approche de la liberté individuelle qui intègre l'objectivité du corps, qui est l'épreuve du réel. La véritable liberté ne consiste pas à plier le réel, le corps, à l'idée, au projet, mais à accueillir le réel et à prendre appui sur lui pour se construire librement. De là vient que l'ensemble de l'enseignement si controversé de l'Église catholique en morale sexuelle, familiale, ainsi que sur l'éthique médicale, peut se résumer en 3 propositions, ou plus précisément, prend appui sur 3 propositions. Première proposition, en raison de cette conception unifiée, ce qui touche le corps touche la personne, touche le cœur, si vous voulez une formule, touche la personne, et ce qui engage le corps engage la personne. Deuxième proposition, la personne, et donc le corps, ne doit jamais être traité seulement comme un objet. Et troisième proposition, la personne s'accomplit dans le don, et le don n'est réel que s'il engage le corps. À partir de là, vous développez l'ensemble de la doctrine sur la morale sexuelle, familiale, l'éthique médicale de l'Église catholique. Le deuxième trait caractéristique de cette conception renouvelée de l'être personnel, toujours mis en avant par le magistère de l'Église catholique et la théologie, qui éclaire la nature du mariage et de la famille et la relation.
La personne est un être de relation qui se réalise dans une existence en communion. La notion à la fois philosophique et théologique de communion interpersonnelle est la réponse, philosophique et théologique donc, de l'Église aussi bien à la pensée collectiviste qu'à l'individualisme. La pensée collectiviste et l'individualisme qui, chacun à leur manière, méconnaissent la nature spécifique de la famille. Ouvrons le volume des textes du Concile Vatican II. Il est question du mariage et de la famille dans la Constitution Gaudium et Spes. Cet exposé, au numéro 47-52, doit être situé dans la dynamique d'ensemble de la Constitution. Je retiendrai surtout un point, qui est l'insistance des pères conciliaires sur l'interconnexion croissante des cultures, qui est bien notre sujet sur la globalisation. Au numéro 23, par exemple, on lit « Parmi les principaux aspects du monde d'aujourd'hui, il faut compter la multiplication des relations entre les hommes que les progrès techniques contribuent largement à développer. C'est là l'un des signes des temps auxquels l'Église doit être attentive et dont elle cherche à comprendre la signification. » Je rappelle que nous sommes en 1965. Internet n'existait pas encore, la télévision n'en était qu'à ses débuts, les voyages en avion restaient, sinon exceptionnels, du moins plus rares qu'aujourd'hui. Que diraient les pères conciliaires à notre époque ? Ce qui se dessine sous nos yeux, à travers l'extraordinaire facilité et accélération des communications, c'est bien l'unité de l'humanité. Mais pour le Concile, la véritable unité n'est pas le produit de la technique. La forme proprement personnelle de l'unité est celle de la communauté ou communion des personnes. Je cite à nouveau ce numéro 23. « Le dialogue fraternel des hommes ne trouve pas son achèvement à ce niveau, celui du progrès technique, mais plus profondément dans la communauté des personnes, et celle-ci exige le respect réciproque de leur pleine dignité spirituelle. » Et le texte ajoute « La révélation chrétienne apporte une grande aide pour promouvoir cette communion entre les personnes. » Si j'ai rappelé cela, c'est parce que, dans cette perspective, la famille apparaît comme une réalisation, alors, originelle, originale également, de la communion des personnes, qu'il ne faut pas confondre, évidemment, avec la société. Mais pour parler du mariage, les pères du Concile Vatican II ont préféré le terme « alliance » à celui de « contrat ». L'enracinement biblique du thème et du terme d'alliance va de soi. Dans le texte conciliaire, il prend une tournure personnaliste. Le mariage et la famille ne sont pas présentés comme une société domestique dont le chef est le mari, mais comme une communauté fondée sur l'alliance de deux personnes libres et égales, un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre. Le vocabulaire du don fait une apparition remarquée dans les textes du Concile Vatican II. En plaçant au centre la notion biblique d'alliance, le Concile s'est efforcé de présenter les propriétés essentielles du mariage, l'unité et l'indissolubilité, ainsi que ses finalités, le bien des époux et la constitution d'une famille, comme l'expression et les exigences de ce véritable amour conjugal. Jean-Paul II a poursuivi dans cette direction. Il cite fréquemment un autre passage de Gaudium et Spes, numéro 24, passage célèbre. « Allons plus loin quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un comme nous sommes un », citation de Jean 17. Il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don désintéressé de lui-même. Fin de citation, donc au numéro 24. C'est un extrait du chapitre de Gaudium et Spes consacré non pas à la famille, mais à la communauté humaine. Dans l'intention du rédacteur, le propos s'applique à la société humaine dans son ensemble. Mais Jean-Paul II l'évoque le plus souvent à propos de la famille. Que ce soit dans l'exhortation apostolique
Familiaris Consortio, ou dans la lettre aux familles, le pape présente l'essence, la nature de la famille. Je précise ici qu'en doctrine, en pensée catholique, en théologie catholique, le mot de nature ne signifie pas une détermination qui enferme, mais bien une perfection qui donne une orientation, donc un horizon de sens. Le pape présente la nature de la famille comme la constitution d'une communauté de personnes unies par l'amour. La famille est le premier lieu où l'être humain peut être reconnu dans sa singularité, accueilli pour ce qu'il est. L'être personnel est fait pour aimer et être aimé. Il s'accomplit, il se trouve lui-même lorsqu'il aime. Et réciproquement, l'amour lui est dû en toute justice. La famille est le terrain, le terreau, l'école de cet amour authentique. Chacun y est reconnu personnellement. Nul n'y est anonyme. Chacun y est aimé et apprend à aimer. Les liens familiaux, par ailleurs, ont ceci de spécifique qu'ils sont fondés dans les corps. C'est-à-dire, je reviens à mon premier point, fondés dans les corps, c'est-à-dire qu'ils dépassent infiniment l'ordre biologique, puisqu'ils sont fondés dans les corps. Mais que d'un autre côté, ils ne se réduisent pas à l'ordre volontaire, intentionnel ou contractuel. Ils ne relèvent pas seulement du projet. Ces liens sont éminemment personnels parce qu'ils conjoignent l'ordre des corps et l'ordre de l'amour. La conception de la famille comme société hiérarchique dont le père est la tête est absente des écrits de Jean-Paul II. Il insiste au contraire sur la réciprocité d'amour entre les parents et d'une autre manière entre les parents et les enfants. À chaque fois que Jean-Paul II cite le verset d'Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris », il rajoute immédiatement « Et, Marie, soyez soumis à vos femmes », en référence au verset précédent, 5, 21, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ ». La soumission dont il est question n'est pas autre chose que l'expression de l'amour qui fait passer l'intérêt de celui qu'on aime avant le sien. En même temps, c'est un amour différencié, suivant qui aime et qui est aimé. Jean-Paul II n'omet jamais non plus de préciser, de souligner que la famille est un foyer d'amour et d'accueil pour les plus fragiles et les plus vulnérables. Dans notre société, à savoir les aïeux parvenus au très grand âge, l'enfant conçu, le nouveau-né, la personne handicapée, la personne qui est malade, qui est hospitalisée, celui ou celle qui traverse des difficultés majeures d'emploi, etc. La famille est le premier lieu de la solidarité, ce qui ne dégage pas l'état des responsabilités qui lui incombent au titre de la subsidiarité. Mais la famille reste le premier lieu de la solidarité. À l'inverse, la décomposition de la famille, due notamment à la misère économique ou à l'émigration forcée, fragilise considérablement les personnes. En guise de conclusion, ça va ? Oui. Ce renouvellement anthropologique, personnaliste de l'approche catholique du mariage et de la famille, qui insiste, comme nous venons de le voir, sur la communion des personnes unies par l'amour de façon différenciée, a un fondement théologique fort. La personne créée à l'image de Dieu se réalise dans une existence en communion dont le modèle et la source est la communion des personnes dans la triunité divine. Bien entendu, entre la Trinité et la famille, il ne peut y avoir qu'une analogie. La différence est infiniment plus grande que la ressemblance. Une analogie. Mais l'analogie trinitaire nous dit entre autres ceci. La véritable communion ne peut pas être fermée sur elle-même. La famille communion est à l'opposé de la famille bastion, de la famille close. Le milieu familial offre à chacun l'assise nécessaire, la structure de base pour être ouvert au monde, engagé dans le monde, prêt à la rencontre. Ne faut-il pas habiter un lieu pour être partout chez soi ?
La famille est ce lieu éminemment personnel et personnalisant où l'enfant acquiert les dispositions nécessaires pour reconnaître et respecter tout être humain comme une personne, et permettez-moi de le dire, comme une sœur, comme un frère. Tout ceci peut paraître tout à fait utopique et plein de bons sentiments. Mais n'est-ce pas le rôle de l'Église et de toutes les religions de maintenir vivante cette utopie que je mets entre guillemets de la communion et de la fraternité et d'œuvrer sans se lasser en ce sens. Surtout si, comme je le crois, cette utopie de la communion, de la fraternité est en fait l'expression de ce qu'il y a de plus solide et certain dans le monde, plus profond et finalement plus réel que la fureur des déchirements.